Bienvenue aux rencontres archéologiques de la Narbonnaise, dont c'est la 10e édition. Et nous avons le plaisir d'accueillir donc Charles Berberian sur ce plateau télévisé d'Eran. Vous êtes dessinateur et scénariste. On connaît notamment la série Monsieur Jean. Monsieur Jean, c'est une série avec la théorie des gens seuls, c'est ça? C'est le titre d'un des livres. Le titre, la théorie des gens seuls, voilà. Et bien d'autres thèmes. Alors donc, vous êtes ici dans des rencontres archéologiques. Oui, c'est étonnant. Voilà, alors dites-moi. Eh ben, j'ai publié un livre en 2020 aux éditions Futuropolis Le Louvre, qui s'appelle Les Amants de Shamat et qui est inspiré de l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh, qui se passe en Mésopotamie. Ça se passe en Mésopotamie, 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc voilà, j'ai fait un petit peu des fouilles. Bibliophilique uniquement. Je n'ai pas été creusé, je ne suis pas retourné en Irak. Je suis né en Irak, donc le nouveau nom de la Mésopotamie après la chute de l'Empire ottoman. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans et mes parents m'ont traîné à un moment sur le site des jardins de Babylone. Ça a été ma première interaction avec l'épopée. Mais ça n'avait rien d'une épopée, c'était l'endroit le plus, j'allais dire, chiant de la Terre pour un enfant. D'accord, ça n'a pas peuplé au départ votre imaginaire? Non, moi j'étais plus, mais je pense comme plein de monde, plus attiré par les pyramides. D'ailleurs, j'en vois une sur l'affiche cette année. Et c'est vrai que les romans d'aventure faisaient la part belle à l'égyptologie, aux pyramides. Et l'épopée de Gilgamesh était méconnue, découverte au début du siècle dernier. Alors, qui était-il? Rappelez-moi. Alors c'est le roi d'Uruk, une ville au sud de la Mésopotamie, et qui se considérait comme ayant une partie divine en lui, 2 tiers, 1 tiers, je ne me souviens plus très bien quelle est la part la prédominante, si c'est la partie divine ou humaine. Drôle de mélange. C'est ça qui m'a interpellé, genre pourquoi ne pas être complètement Dieu si on est parti pour être Dieu? Alors qui étaient ces amants de Shamat? Alors lui était un amant de Shamat, une maîtresse, et qui a eu aussi une relation amoureuse avec Enkidu, un personnage de la légende. Donc ils étaient 3, un triangle amoureux, comme dans les meilleurs romans d'amour, du type Jules et Jim par exemple. Donc ça aussi, ces 2 ingrédients, le triangle amoureux, la mythomanie de Gilgamesh, m'ont fait penser que je pouvais en faire une bande dessinée. Donc un énorme travail de documentation au départ aussi. Alors, sur l'histoire, cette histoire lointaine est compliquée. On trouve à la fois beaucoup de choses écrites sur l'épopée, des versions, des retranscriptions. Il y a un dictionnaire de la Mésopotamie de Jean Bottaro qui m'a beaucoup aidé, notamment pour savoir ce qu'ils mangeaient à l'époque, comment se passait la vie dans les palais à l'époque. Mais très très peu de documents visuels. D'accord. Alors vous avez dû imaginer tout en oui, alors, vous approchant le plus possible de la réalité historique. Alors, évidemment, il y a au Louvre, il y a une collection de pièces qui nous viennent tout droit de cette Mésopotamie, dont une statuette d'un scribe ou d'un intendant qui s'appelle Ebi Il, et qui m'a inspiré graphiquement. Après, il y a une reconstitution de
de la porte d'Ishtar. Mais moi, j'ai préféré aller vers une représentation très sobre. Et quelle est l'intrigue, en fait? L'intrigue, ben, le triangle amoureux, c'est une intrigue en elle-même. Sinon, Shamat veut sauver sa peau, parce qu'en fait, elle est la maîtresse de Gilgamesh qui n'aime pas tellement s'attacher aux humains. Donc, à un moment, il est question de la faire assassiner, parce que lui l'aime trop pour l'assassiner lui-même. L'autre intrigue, c'est la volonté ou l'espoir de Gilgamesh d'être au niveau de sa légende. Parce qu'en tant que roi, il est supposé accomplir un certain nombre de faits hors proportion. Et donc il y a ce taureau céleste qu'il est censé chasser et tuer. Donc ça, c'est les deux intrigues. Et quels ont été les choix forts au plan graphique, au choix graphique? Alors, les choix forts, pour traduire ce monde dans le monde d'aujourd'hui. Disons que je voulais utiliser du noir et blanc, ou disons une monochromie ramassée autour du trait noir, donc très peu de couleurs, et la confronter à des décors, pour le coup, très en couleurs par moment. Et pourquoi ? Parce que je trouve que le noir et blanc, d'abord, a un côté plus attrayant pour la narration, pour moi en tout cas. Et que quand j'apporte la couleur à certains moments, pas tout le temps, ben la couleur prend plus d'importance. Un peu comme une musique très orchestrée, d'un seul coup dans un film, vient interrompre des dialogues entre des personnages. J'avais envie d'aller dans ce sens-là, et puis j'avais envie aussi de montrer un Gilgamesh un peu vieillissant comme moi, un peu pas très en forme, quoi. Et Shamat, ne serait-ce que pour m'identifier à lui, en fait, pour comprendre aussi la manière dont Shamat réagirait avec Gilgamesh. Voilà. D'un album à l'autre, est-ce que vous changez vraiment de technique, disons, au niveau des couleurs ou du trait, disons, ou est-ce que Shamat a représenté un album un peu particulier dans vos choix? L'album précédent qui était consacré à Charlotte Perriand, l'architecte française, j'avais commencé à utiliser cette technique où le noir et blanc avait sa place et la couleur avait sa place, mais pas forcément en même temps. Donc j'ai prolongé cette chose-là avec les Amants de Shamat, et là en ce moment je travaille sur une BD sur l'histoire de mes parents et mes grands-parents au Proche-Orient, et j'utilise en fait, plus ça va, plus j'aime mélanger toutes sortes de techniques, et même une approche du dessin différente pour mieux servir le propos. Je me sens plus obligé d'utiliser un seul style pour un Donc livre. Ces narrations nous entraînent à la découverte de civilisations anciennes, quoi. Alors, le Liban aussi, peut-être. Le Liban, ouais. Je parle de ma grand-mère qui est née en 1900, donc là ça commence à devenir de l'archéologie aussi. Et au Liban, la ville a été détruite, reconstruite, redétruite tellement de fois qu'on est dans la superposition de couches. Il faut aller fouiller, mais aussi il faut aller fouiller dans les archives familiales, les couches de papier, les albums photos, mais parfois il n'y a même pas d'album, c'est des boîtes avec plein de photos, et tout est mélangé. Il y a des photos des années 90 et puis tout de suite derrière une photo de 1940, quoi. Donc les recherches familiales, parfois c'est
Oui, c'est comme des recherches historiques ou archéologiques. Oui, la généalogie n'est peut-être pas très facile dans ces régions du monde, disons. C'est pas ça, c'est que c'est pas facile aussi parce qu'ils ont traversé des périodes dures qu'ils ont préféré oublier. Donc oui, c'est vrai. Beaucoup de migration aussi. C'est lié effectivement à ces régions-là. Mais c'est pas facile aussi de vivre avec ces morts parce que ça laisse peu de place aux vivants. Donc il faut absolument que je termine ce bouquin parce que j'en ai marre. Ils sont sympas, hein, mes morts, ils sont gentils. Parfois, vous vivez avec. Ouais, on vit. Ce qu'il y a d'agréable quand on fait un livre, c'est qu'on vit avec ces personnages. Et alors, si c'est des personnages qui ont vécu... Moi, j'ai vécu 1 an, par exemple, en compagnie de Charlotte Perriand, quand j'ai bossé sur son livre. Et elle était de bonne compagnie. C'était vraiment une bonne inspiration. Je me sentais bien avec elle. Voilà. Gilgamesh, ouais, moins. Mais j'ai beaucoup aimé passer du temps avec Chamat. Ouais. Bien, merci Charles Berberian d'être venu aux rencontres archéologiques de la Narbonnaise et bonne dédicace. Merci de m'avoir invité.